le peuple russe mérite mieux que cet ancien KGBiste responsable de terribles crimes de guerre et contre l'humanité en Tchétchénie. Poutine, est-ce que vous êtes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment en Syrie? Oui. Ah bon? Il fait quoi là en Syrie? Je pense qu'il va régler le problème. Qu'on le déteste ou qu'on l'aime, une chose est sûre, un dirigeant comme Poutine ne laisse pas de marbre. Mais comment ça se fait qu'Internet encense cet homme tandis que les gros médias occidentaux le tiennent comme responsable de bon nombre de crimes? Qui a raison, qui a tort? Poutine est-il un ange ou un démon? La vérité, comme bien souvent, n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le croire. On décrypte. Pour comprendre Poutine, il faut comprendre que les Russes ne pensent pas exactement comme les Occidentaux. En fait, de par son histoire, sa position géographique, son climat, la Russie et plus généralement les pays slaves d'Orient et d'Occident ont su développer une façon de penser propre à eux, qui inclut notamment un pragmatisme à toute épreuve. Je vous explique. Depuis les origines, la Russie, c'est pas l'endroit idéal pour vivre. C'est une terre immense, balayée par des vents glacés durant leurs 6 mois d'hiver et infestée de moustiques et de tiques propageant des maladies l'été. Néanmoins, les premières traces d'un état stable en Russie-Ukraine datent de 862. À l'époque, ce n'était qu'un petit état pauvre qui va subir pendant des siècles de nombreuses invasions et pillages de ses voisins de l'Est, les Khazars, les Mongols, et de l'Ouest, avec les Lituaniens, les Polonais ou encore les Suédois. Ainsi, dès son apparition et à cause de sa situation géographique, on peut voir que la Russie sert de pont entre l'Europe et l'Asie, et il faudra attendre 1613 pour voir la Russie devenir un état fort, tsariste avec l'ère des Romanov. À partir du XVIIIe siècle, c'est la période du faste, la création des grands palais, la collection des œufs de Fabergé. Durant la période des tsars, la Russie va s'étendre jusqu'à l'Alaska lors de la ruée vers l'Est, et ainsi devenir définitivement eurasiatique. Ils peuvent converser aussi bien avec la Chine qu'avec l'Europe de l'Ouest. Mais en soi, ce qu'il faut absolument retenir, c'est que jusqu'à la révolution bolchevique et la création de l'URSS en 1922, la Russie c'est une terre gigantesque, majoritairement agricole, mais pourtant sujette à la famine, aux maladies, qui se révolte périodiquement à cause des mauvaises conditions de vie et qui a du mal à gérer son industrialisation. Ainsi, dans l'imaginaire russe, on apprend la survie. On apprend à survivre par grand froid, à résister aux famines, à mettre de côté les petits tracas du quotidien pour assurer l'essentiel. C'est la base de la mentalité russe. On va apprendre à respecter le puissant, mais aussi à laisser de côté le faible. On va apprendre que la fin justifie les moyens. C'est bien différent de nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qui font que la France essaye au maximum d'aider les personnes défavorisées, contrairement aux pays comme la Russie, mais aussi les États-Unis, où il y a beaucoup moins de protection sociale. Mais il faut que vous compreniez d'où vient le pragmatisme russe. Ce peuple a connu tellement de pénuries et de privations, on peut penser au siège de Saint-Pétersbourg pendant la Seconde Guerre mondiale, à la campagne de Napoléon ou au pillage mongol durant le Moyen-Âge, que beaucoup trouvent les Russes certes très accueillants, mais durs et cyniques. Leur société veut qu'ils soient très directs, qu'ils aient énormément confiance en eux, bref, la mentalité russe est très différente de la nôtre, ce qui ne facilite pas du tout la compréhension interculturelle. Mais parler de Poutine sans parler de culture slave, c'est comme parler d'un arbre sans ses racines. Vladimir Poutine est né en 1952 à Leningrad, d'une famille modeste au début de la guerre froide. Turbulent, il apprend très tôt le judo et le sambo comme sport de combat. Après des études de droit, il rentrera au KGB, les services secrets russes, ce qui lui vaudra sa réputation d'espion, alors même que sa carrière dans l'espionnage pur ne durera même pas 6 ans. Au passage, n'imaginez pas que c'était un espion à la James Bond avec des explosions et des tirs de mitraillettes partout. C'était plus faire du chantage, de l'espionnage industriel et du recrutement. Donc c'est pas si glamour que ça. Par contre, il travaillait en Allemagne de l'Est lors de la chute du mur de Berlin, et verra donc en direct la chute de l'URSS et la déliquescence de cet empire, ce qui le marquera profondément. Après le retrait de Gorbatchev en 1991, un de ses anciens professeurs de droit va l'appeler et le propulser dans la vie politique à la mairie de Saint-Pétersbourg. Grâce à son expertise et le réseau qu'il se crée, il va gravir très rapidement les échelons et rejoindra Moscou en 1996. Petit à petit, il va devenir le protégé de Boris Eltsine, président de l'époque notamment en l'aidant à se sortir de ses procès à répétition pour corruption. Celui-ci, le remerciant de sa loyauté, va le nommer, bien qu'il fût inconnu du grand public, en 1999 à la présidence du gouvernement, l'équivalent de notre poste de Premier ministre. Quand il est élu, Poutine c'est 5% de cote de popularité. 40 jours plus tard, il atteint 48%. On va voir pourquoi. Mais avant, il faut savoir que durant la décennie post-URSS, la Russie s'est métamorphosée.
Elle s'est ouverte au reste du monde, au libre-échange, mais a aussi vu l'accroissement des inégalités, de la pauvreté, la hausse du coût de la vie et l'arrivée de ceux qu'on appelle les oligarques, comprenez les riches qui ont su racheter les bonnes entreprises soviétiques à bas prix en 91, aux plus hautes sphères du pouvoir. Par exemple, entre 1992 et 1995, le salaire moyen a été divisé par près de 3, alors que les prix des biens et services ont augmenté. Et malgré un redémarrage timide de l'économie en 1996, la crise financière de 1998 va de nouveau mettre un cran d'arrêt et porter un coup sévère au pouvoir d'achat russe. Quand Poutine prend le pouvoir en 1999, la Russie est encore humiliée, touchée par la crise, elle ne pèse plus internationalement et a même du mal à payer ses fonctionnaires à temps. La décennie de Boris Eltsine, ça a été une période de transition et de dépression très dure, à tel point qu'après la chute de l'URSS, on a vu apparaître un sentiment de nostalgie chez des Russes qui regrettent leur grandeur d'antan et qui ont peur d'être considérés comme un pays de seconde zone. Утром в Москве мощным взрывом полностью уничтожен 9-этажный жилой дом. Никто не сомневается, что речь идет о теракте. En 1999, une série d'attentats secoue la Russie et va faire près de 300 morts. Pour les autorités locales, ce sont les séparatistes tchétchènes les responsables. Il faut savoir que ce petit territoire du Caucase clame son indépendance depuis longtemps, et a la fâcheuse tendance en effet d'organiser des attentats. Mais ils ont toujours nié en être à l'origine, et aujourd'hui encore on a des sérieux doutes sur l'origine des attaques. Quoi qu'il en soit, Poutine va être précipité dans ce conflit, Eltsine le décrivant comme LA solution du problème tchétchène. Et en effet, celui-ci ne va pas le faire mentir, prenant la responsabilité totale de l'intervention militaire russe et lançant son fameux « il faut les buter jusque dans les chiottes ». La répression va être terrible, la capitale tchétchène Grozny et ses civils crouleront sous les bombes, des dizaines de milliers d'hommes au bas mot vont périr durant cette guerre, mais les Russes approuveront en masse sa stratégie. Il redonne de la fierté au pays par ses victoires militaires, il incarne l'homme fort et loyal qui pourra redonner à la Russie sa splendeur d'antan. Et puis on le sait, rien de tel qu'une bonne guerre pour raviver les nationalismes. Alors maintenant, les Russes le connaissent, et lorsque Boris Eltsine démissionne de la présidence, Poutine, boosté par ses victoires militaires, va tout naturellement être élu à sa place en 2000. Il va ainsi s'atteler à son deuxième gros chantier, continuer le redressement de l'économie. Pour cela, il va mener d'importantes réformes fiscales, avec sa taxe de seulement 13% pour les revenus des particuliers et 20% pour les entreprises, ce qui va faire décoller l'investissement. Il va assouplir le code du travail, profiter de la dévaluation du rouble ou encore arriver à gérer efficacement ses ressources en hydrocarbures. La hausse des prix du pétrole l'a évidemment beaucoup aidé, et encore aujourd'hui, la majorité des exportations russes, c'est du pétrole. Et il y a une dépendance. Donc le bilan est tout de même sans appel. La politique économique de Poutine a été un succès. Il a contribué à relever son pays, le PIB par habitant double en 8 ans, la dette publique est divisée par 2 en 2 ans, l'investissement étranger décolle. En fait, économiquement parlant, son plus gros échec, et il l'avoue de son propre chef, c'est qu'il n'a pas réussi à juguler la corruption, qui continue d'être un fléau dans son pays. Ensuite, son troisième gros chantier va être médiatique. En gros, Poutine, c'est pas vraiment un grand fan de la liberté d'expression, et des médias libres qui peuvent déstabiliser le pouvoir comme on l'a bien vu cette année avec l'affaire Fillon. Alors c'est bien simple. Pour pallier à cette menace, l'État va acheter, via des entreprises qu'il contrôle, tous les gros groupes médiatiques et créer ainsi un monopole. Il n'hésite pas à blacklister certains sites internet ou à mettre la pression sur des journalistes trop contestataires. Mais ça lui permet de stabiliser le pays. Et puis les Russes sont tout de même moins attachés à la liberté de la presse que les Occidentaux. Oubliez pas qu'avant c'était l'URSS. Alors quand des dizaines de journalistes comme Anna Politkovskaya sont retrouvés étrangement morts chez eux, ça ne provoque pas d'immenses réactions chez les Russes. De toute façon, c'était encore pire du temps de Boris Eltsine. Mais Poutine, en tant qu'ancien espion, connaît plus que quiconque la valeur de l'information. La contrôler, c'est contrôler le peuple. Son dernier gros chantier sera la lutte contre les oligarques. S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher à Poutine, c'est le fait qu'il aime son pays, et qu'il souhaite le protéger contre toutes les menaces, qu'elles soient externes ou internes. Et depuis la présidence de Boris Eltsine, on pouvait assister à un nombre considérable d'hommes très riches qui avaient des liens extrêmement proches avec le pouvoir politique. En d'autres termes, les riches influençaient directement les décisions du gouvernement pour être avantagés. Conscient de cette situation, Poutine va encore une fois être très ferme. Tous les oligarques vont être écartés du pouvoir, et ceux qui vont résister comme le fameux Khodorkovsky vont être accusés et condamnés pour fraude fiscale. À tort ou à raison, c'est la Russie donc c'est pas facile à savoir. Poutine aurait ainsi déclaré « Vous ne vous mêlez plus de politique, vous payez vos impôts et on vous laisse faire vos affaires tranquilles ». Le moins que l'on puisse dire, c'est que le message est bien passé, ce qui a contribué à renforcer le pouvoir de Poutine, plus personne n'osant lui faire de l'ombre sous peine de représailles. Et puis arrive 2004 et la prise d'otage de Beslan.
organisé par un commando tchétchène où 334 personnes, dont 186 enfants, vont trouver la mort. Prétextant la lutte contre le terrorisme, Poutine va décider de renforcer encore plus son pouvoir. Désormais, il peut choisir les gouverneurs des régions qui auparavant étaient élus au suffrage universel. Comprenez que choisir le gouverneur d'un territoire de Sibérie orientale ne va pas changer grand chose dans la lutte contre le terrorisme, mais élimine le risque de voir d'autres hommes forts émerger. Ensuite, pour conforter sa majorité à la Douma, l'équivalent de notre Assemblée nationale, il décide qu'il faut obtenir au moins 5% de voix aux élections pour obtenir un siège, éliminant de facto tous les petits partis politiques d'opposition. En 2007, sur les 11 partis politiques en lice, seuls 4 ont eu des sièges à la Douma. Ce qui fait qu'avec ces majorités absolues, le gouvernement russe est un des pays qui adopte le plus de lois, environ 10 fois plus que ses homologues occidentaux comme l'Angleterre. Poutine, grâce à ses réformes et sa majorité, a ainsi les mains libres et peut faire quasiment ce qu'il veut. Et ce n'est pas un immense problème vu que le peuple russe s'intéresse peu à la politique et préfère la stabilité qu'il offre. Néanmoins, quand arrive 2008 et les 3e élections présidentielles, il choisira, soucieux de ne pas modifier la constitution, de ne pas se représenter, mais de laisser un de ses fidèles, Medvedev, au pouvoir. Celui-ci prendra Poutine bien évidemment comme chef du gouvernement pendant ses 4 ans de présidence, avant de lui laisser à nouveau la place en 2012. Et à partir de 2007, toutes les grandes réformes nationales sont faites. Et la Russie va petit à petit se démarquer d'un point de vue géopolitique. On y reviendra plus tard, mais avant tout, regardons comment Poutine a géré ces deux situations de crise. Malgré ses victoires militaires indéniables, en 2007, Poutine est plus que conscient que la Tchétchénie, région à majorité musulmane, est une poudrière qui peut prendre feu à chaque instant. La menace terroriste est omniprésente et le pays est dans un sale état. Pour remédier à ça, Poutine va nommer Ramzan Kadyrov à la tête de la Tchétchénie avec une mission simple, stabiliser la région, et va en quelque sorte lui donner carte blanche pour ça. Alors Ramzan Kadyrov, c'est très loin d'être un tendre. C'est un musulman pas vraiment modéré, en témoignent certains de ses propos comme « la femme doit être un bien et l'homme le propriétaire », ou en ayant organisé une manifestation anti-Charlie après les attentats, qui a d'ailleurs réuni des centaines de milliers de personnes. De nombreux témoignages accusent Kadyrov de perpétrer des crimes horribles contre les homosexuels, mais une grande majorité de sa population le soutient. Car d'une part, ils doivent partager certaines de ses valeurs, et d'autre part, il a enfin réussi à ramener le calme en Tchétchénie. La stabilité s'installant, le pays a pu se reconstruire. Et le fait que Kadyrov soit ultra engagé contre le terrorisme fait que tous les djihadistes en puissance quittent le pays pour aller en Syrie. On peut penser notamment à Omar le Tchétchène, un des anciens chefs de Daesh. Alors, si on regarde par le prisme des médias, on voit Poutine, qui met au pouvoir un homme qui radicalise l'islam dans son pays, qui torture les gays, qui force les femmes à mettre le voile, donc on pourrait croire que Poutine, c'est le diable. Mais si on pousse la réflexion, si Poutine n'avait pas fait ça, la Tchétchénie serait toujours incontrôlable, la Russie serait encore plus touchée par le terrorisme, on aurait pu avoir une nouvelle guerre civile, des massacres, bref, le pragmatisme de Poutine fait qu'il cherche avant tout à éviter le pire. Et la Tchétchénie, aujourd'hui, est plus stable qu'elle ne l'a jamais été. Ensuite, c'est une question de valeur. Vous, personnellement, seriez-vous prêt à soutenir un homme comme Kadyrov pour ramener la paix et la stabilité ? J'en avais déjà beaucoup parlé dans mes 2 vidéos sur la Syrie, donc je vais pas vous refaire toute l'histoire. Mais ce qu'il faut retenir encore une fois, c'est que vu du prisme médiatique, Poutine, c'est l'homme qui soutient Bachar al-Assad, un dictateur qu'on surnomme le boucher de Damas, et pas pour ses qualités cuisinier si je puis me permettre. Il a des salles de torture, il a fait tirer sur la foule lors du printemps arabe, et même si l'étude du MIT permet le doute, il a tout de même par 2 fois attaqué chimiquement les rebelles, tuant de nombreux civils et violant tous les accords internationaux sur la guerre. Donc évidemment, on pourrait croire que Poutine, son principal soutien, est un monstre. Mais si on regarde avec un peu plus de recul, on se rend compte que si Assad tombe, qui prendrait les rênes du pays ? Les rebelles se sont radicalisés en peu de temps, et ça serait un régime islamique qui prendrait vraisemblablement le pouvoir. Et aujourd'hui, en Syrie, il faut bien l'avouer, il n'y a plus grand monde qui se bat pour la démocratie. C'est pour ça que quand l'ONU accuse la Russie de bombarder des rebelles, pour Poutine, rebelles ou terroristes, c'est la même chose. Les Occidentaux ont vu dans ce conflit une lutte pour la liberté, mais la Russie a très vite vu qu'en plus de perdre un allié, si Bachar al-Assad tombait, cela ouvrirait une longue période d'instabilité propice au développement de l'État islamique. Encore une fois, le pragmatisme russe fait qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, il vaut mieux se ranger du côté d'un dictateur que de prendre le risque que la Syrie devienne le nouvel Irak. Il n'y a aucune solution simple, mais seriez-vous prêt personnellement à soutenir un dictateur comme Bachar al-Assad pour éviter de risquer le pire ? Ça, c'est une question de point de vue.
Alors ce que l'on peut retenir de cette vidéo, c'est que Poutine c'est ni un ange ni un démon. Il est pragmatique comme un russe, ce qui peut facilement choquer, surtout avec nos mentalités d'occidentaux. Mais encore une fois, il n'y a pas de mauvais ou de gentil dans cette histoire. Tout est une question de point de vue. Merci à tous, comme d'habitude, allez liker la page Facebook si vous voulez participer à la prochaine vidéo, qui sera sur le thème de la Russie d'un point de vue plus international. On parlera de Crimée, d'OTAN, des États-Unis, du projet eurasiatique russe et de la fâcheuse tendance qu'a la Russie de s'immiscer dans toutes les élections internationales. Likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez rajouter quelque chose. Bye.